l'ordinateur. Alors, bonjour à tous. Merci de vous être connectés nombreux pour participer à cet échange. C'est le premier Startup Huddle qu'organise Joko Labs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Saad Amor qui nous fait l'immense honneur de nous accorder de son temps. Saad Amor, il est cofondateur de GC Sport au Maroc, vraiment impliqué dans l'écosystème et dans tout ce qui peut toucher à la tech, mais pas seulement. De son parcours, vous en connaîtrez quelques mots et vous verrez que c'est quelqu'un qui a une vision assez globale de ce que nous en faisons ici. Donc, Startup Huddle, c'est une initiative de Joko Labs. Vous connaissez Joko Labs, c'est une organisation panafricaine qui a pour but de créer du lien, d'être au cœur des solutions de demain. Et Startup Huddle, c'est un programme de Global Entrepreneurship Network qui vise à créer une communauté au sein des écosystèmes des pays dans lesquels il l'abrite. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans une soixantaine de villes et nous espérons en toucher davantage. Peut-être que ça sera au Maroc chez Sal. Donc Sal, merci beaucoup. Merci surtout à toi, Olivier, de me donner cet honneur d'intervenir au sein de cette capsule vidéo et d'avoir cet échange avec toi. D'ailleurs, encore une fois, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé à moi. Et j'espère que ça marquera un bon début de collaboration entre nos différentes structures pour essayer, à notre humble niveau, de créer davantage de synergie entre des porteurs de projets au Cameroun et des porteurs de projets ici au Maroc. Ah, merci, c'est super que tu en parles, Saad. C'est parce qu'ici au Maroc, on a de plus en plus de sociétés, de conglomérats même marocains qui cherchent à s'installer ici. Par exemple, il y a CIMAF que tu dois connaître dans le ciment. Il y a dans la banque, le groupe Atajaouira. Il y a dans différents secteurs. Dans l'eau aussi, nous avions la compagnie des eaux qui était gérée par une entreprise marocaine. Donc, dans beaucoup de secteurs, le Maroc est de plus en plus présent. Donc, il y a des investissements directs à l'étranger qui se font. Et je pense aussi qu'il doit y avoir une diaspora assez importante de Camerounais qui doivent vivre au Maroc, si je ne me trompe pas. Exactement, tu as tout à fait raison, Olivier. Il y a, il y a des échanges dans les deux sens, donc des investissements du Maroc vers le Cameroun. On a aussi une diaspora camerounaise qui est bien présente au Maroc, soit des étudiants, soit des personnes actives qui travaillent dans différents secteurs. Et comme tu le disais, effectivement, il y a beaucoup de grands groupes marocains qui ont cette logique panafricaine d'investir davantage en Afrique dans une logique d'investissement, on va dire, sud-sud, pour créer davantage de synergie au Maroc et de partenariat avec des grosses entreprises aussi camerounaises. Donc ça, c'est les grands groupes, mais aujourd'hui, notre rôle, c'est aussi d'encourager des plus petites entreprises, des entreprises à taille plus modeste, de trouver des pistes de partenariat et des pistes de synergie entre elles, entre nos deux pays. Nos deux pays qui collaborent et deux pays frères depuis des années, qui ont une grande histoire, on va dire, et de grands liens historiques qui les lient depuis, je ne saurais te donner la date exacte, mais en tout cas, ça doit remonter à une époque lointaine. Ah oui, puisque même sur le plan historique, on partage aussi des similarités culturelles. Tu sais qu'ici, nous avons aussi une partie du pays qui est de confession musulmane. Donc, il y a des choses dans la compréhension, dans l'imaginaire collectif qui se retrouvent, hein, qui s'imbriquent. Et il y a même des combats et des valeurs que je pense que nous devons tous deux, dans chacun de nos pays, défendre. Et bon, pour ceux qui ne te connaissent pas aussi bien que moi, parce que moi, j'ai eu la chance de te connaître dans une précédente vie, comment en es-tu arrivé à l'entrepreneuriat, Saad? Puisque moi, je te voyais plutôt grand banquier dans une banque, dans un costume et dans un salaire à 6 chiffres. Comment as-tu franchi le pas? Effectivement, merci de me donner cette opportunité de me présenter. Peut-être que j'aurais dû le faire un peu plus tôt, mais on a bifurqué sur d'autres sujets. Mais en tout cas, pour nous présenter aussi, Olivier et moi, on s'est rencontrés en classe préparatoire à Paris, classe préparatoire aux grandes écoles de commerce françaises. Donc déjà en 2007, donc entre 2007 et 2009.
Donc, c'était juste après l'obtention de notre baccalauréat. Moi, j'ai eu mon baccalauréat à Rabat. J'étais au sein du système français, au lycée français de Rabat. Donc, dès que j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'aller à l'étranger. On a fait classe préparatoire ensemble. Et c'est là que malheureusement, on s'est un peu perdu de vue parce qu'on n'a pas eu on va dire, la chance d'atterrir dans la même école. Donc, moi, je me suis retrouvé à Grenoble, école de management. Donc, comme le nom l'indique, c'est l'école de Grenoble. Et j'ai passé, on va dire, 4 ans d'études à Grenoble, 4 ans pendant lesquels je me suis spécialisé en finance de marché et en finance d'entreprise. J'ai notamment eu l'occasion de faire une césure en banque d'investissement à la Société Générale, plus précisément en vente de produits structurés en salle des marchés. Et de fil en aiguille, dès que j'ai eu mon diplôme de Grenoble spécialisé en finance, j'ai fait un stage de fin d'études toujours en finance de marché à la BNP. Et ensuite, j'ai atterri dans le monde du conseil en organisation et management pour les structures, pour des grands groupes bancaires. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein du cabinet de conseil Equinox Cognizant, qui est initialement un cabinet français qui a été racheté par un groupe indo-américain et qui est spécialisé notamment dans le secteur financier. Donc, initialement, j'étais surtout spécialisé en conformité bancaire, en organisation du process dans le domaine bancaire. Donc, j'ai travaillé pratiquement 4 ans au sein de ce cabinet. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit peut-être qu'après 10 ans passés en France, il serait peut-être temps de revenir, comme on le dit, au bled. Et j'ai décidé donc de prendre mes... Bercail. Au Bercail, exactement. Et aussi de participer en quelque sorte. Je me sentais un peu à distance et je voulais aussi participer à l'effort qui a été engendré au sein de l'écosystème marocain pour créer, innover, créer de la nouveauté et aussi faire partie de cette jeunesse qui crée des choses pour son pays. Et donc, j'ai décidé de rentrer au Maroc et j'ai surtout décidé de sortir du monde du salariat. Et je me suis dit qu'en 2017, c'était le moment pour moi d'entreprendre. Donc, initialement avec un ami à moi, un ami d'enfance, qui m'a encouragé à sauter le pas. Et on a décidé de créer une plateforme sportive. C'est une plateforme, c'est un site web de référencement des activités sportives. Ça paraît être tout basique comme service, mais on sentait qu'au Maroc, ça manquait vraiment. Parce que dès qu'on rentrait au Maroc, on ne savait pas où pratiquer notre sport, on ne savait pas quelle activité de loisir on pouvait faire et où les faire. Donc, on a décidé de lancer un annuaire et c'était cet annuaire, donc un service basique qui a été le début de toute une aventure qui m'a permis de lancer pas mal de choses dans le domaine sportif au Maroc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres partenaires, d'autres amis d'enfance ou des anciens camarades de classe qui étaient aussi en train d'entreprendre au Maroc. Et on a pu collaborer tous ensemble pour notamment lancer en 2018 GC Sport. Donc, GC Sport, qui est une start-up spécialisée dans l'événementiel sportif, initialement spécialisée dans l'événementiel sportif. Donc, par passion pour le sport, on a voulu lancer une activité sportive ou un événement sportif qui soit accessible au plus grand nombre. Et donc, on a pensé à la course d'obstacles. Course d'obstacles, qui est de la course à pied, et tous les 200-300 mètres, je dois franchir seul ou en équipe un obstacle où soit je dois grimper un mur de corde, soit je dois ramper dans de la boue, soit je dois, on va dire, porter des poids, soit c'est des épreuves d'équilibre, etc. Donc, des obstacles qui peuvent aussi être très fun. Et on a organisé cette première édition du Green Challenge et qui a eu un certain succès parce que ça a attiré une large cible et on retrouvait un peu de tout. On retrouvait des athlètes qui étaient là pour la performance, on retrouvait des familles, on retrouvait des entreprises qui venaient profiter de l'événement pour faire leur team building, etc. Donc, c'était une façon pour nous de valider notre concept, de valider notre offre de valeur auprès de notre cible. Donc, la première édition a été très, on va dire, limitée en termes de nombre de participants.
Est-ce que tu me reçois toujours? Tu me reçois, Olivier? Allô? Olivier, tu m'entends? Oui, je suis là, je t'écoute. Oui, Oui, tu as confronté la pertinence de oui. ton projet avec les réalités du terrain. Très bien. Il y a un petit décalage au niveau de la connexion, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, on enregistre et on coupera au niveau du… Non, non, je disais que tu confrontais la pertinence de ton projet aux réalités du terrain. Exactement. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel pour ce type de produit. Et donc, on s'est lancé dans l'événementiel sportif à travers de la course, des événements grand public, donc la course d'obstacles. Mais ça a ouvert d'autres opportunités parce que c'est au final ce Green Challenge a constitué pour nous une vitrine pour les entreprises qui venaient ensuite nous solliciter pour des initiatives sportives pour leurs équipes, que ce soit des team building sportifs, que ce soit du coaching directement au sein des équipes, etc. Et donc, on était sur une bonne lancée jusqu'à début 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il y a eu le Covid. Donc, surprise, Covid, restrictions sanitaires, arrêt des rassemblements, confinement et surtout arrêt des rassemblements, ce qui nous a largement impacté. C'était une très, très mauvaise nouvelle pour nous. Et en tant que start-up, il a fallu se montrer innovant et ne pas rester les bras croisés à attendre que ça reprenne, mais plutôt d'essayer de se diversifier et d'innover. Et donc, c'est là où on a décidé de lancer une application de sport en ligne. Donc, très rapidement, on a été très réactif avec l'équipe. On a lancé une application de sport en ligne qui permettait de faire des cours de sport en visioconférence. Donc, un peu comme ce qu'on est en train de faire là maintenant, sauf que vous avez des participants, au maximum 12 participants, et de l'autre côté, vous avez un coach sportif. Et donc, dans un contexte où les salles de sport étaient fermées, où les événements sportifs étaient à l'arrêt, ou dans un contexte de confinement où les gens ne pouvaient pas se déplacer, ne pouvaient pas aller en salle de sport, etc., au final, on a créé une offre qui nous semblait au départ quelque chose d'assez opportuniste et peut-être qui n'allait pas durer dans le temps parce que c'était une offre qui intervenait dans un certain contexte. On a pu constituer une communauté d'utilisateurs qui sont venus s'inscrire à la salle de sport et participer aux cours de sport. Donc, c'est comme s'ils étaient dans une salle de sport réelle, sauf qu'il manque le toucher. Donc, j'ai mon cours de sport à 12h30, j'ai mon cours de sport à 18h et on propose différents types de cours. Donc, au final, on a su recréer un peu l'ambiance de la salle de sport, mais en virtuel. Donc, je suis participant, je réserve ma séance, je retrouve mon coach me voit en visioconférence, je vois les autres participants et j'ai vraiment une expérience de coaching personnalisée. Et au final, ce concept-là, même dans une logique de déconfinement, dans une logique de reprise normale des activités, on est heureux de voir que ça intéresse toujours autant de personnes, parce qu'au final, on a aussi pu attirer des personnes qui n'étaient pas du tout sportives initialement et qui, par manque de temps ou par manque de motivation ou par fainéantise, je dirais, de juste se déplacer à la salle de sport, ont trouvé leur confort dans ce système-là. Je suis chez moi, je suis en vacances, je peux faire mon cours de sport à distance. Et donc, tout ça, aujourd'hui, nous a permis de constituer une palette assez large de produits, autant destinés aux entreprises qu'aux particuliers, et autant aussi sur du physique, donc des événements physiques. On est heureux d'avoir repris nos activités d'événementiel il y a 2 semaines. On a organisé un événement, c'était le premier événement qu'on a organisé depuis le début du Covid, mais aussi ça nous permet d'allier le physique au virtuel. Donc, une offre qu'on appelle nous Figital, donc qui a le côté physique au côté digital. Et donc, ça, je te remercie d'avoir un petit peu expliqué comment tu as rencontré tes cofondateurs, parce que c'est aussi souvent une problématique quand on s'associe en affaires, surtout dans nos pays, de rencontrer les bonnes personnes. Je pense que cela, tu l'as justement choisi de manière judicieuse et de manière pertinente, puisqu'aujourd'hui, c'est presque une success story. Mais finalement, quand tu as commencé cette activité entrepreneuriale, quelles ont été les ressources
dans l'environnement africain, dans l'environnement marocain dans lequel tu fonctionnes aujourd'hui, qui t'ont été vitales pour le succès de ces entreprises-là aujourd'hui, Sam? C'est une très bonne question parce que on va dire que c'est un nerf essentiel. C'est un peu les ressources, pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre. Parce que initialement, quand on entreprend, on commence peut-être avec des petits budgets, on ne veut pas recruter tout de suite parce qu'on n'a pas encore une offre finalisée. Mais c'est pour ça aussi qu'on cherche des cofondateurs et des associés qui ont une expérience peut-être complémentaire. Et ça, pour les trouver, en fait, ces personnes-là, c'est soit des personnes de notre entourage qui se motivent en même temps que nous, et donc c'est une question de timing pour pouvoir entreprendre ensemble. Et c'est des personnes, au final, à qui il faut faire confiance. Donc, ça peut être des amis, parce que la confiance peut être là. Mais après, il faut aussi bien savoir dissocier amitié et business dans sa vie de tous les jours. Professionnel. Exactement, et vie professionnelle, parce que ça peut être aussi quelque chose de problématique. Mais le fait de recourir, on va dire, à des associés, des cofondateurs de notre entourage, que ce soit dans la famille ou dans les amis, c'est qu'on a déjà cette première brique de confiance qui peut être déjà établie, qui peut être rassurante, mais qui peut être aussi rassurante d'un point de vue psychologique, parce que entreprendre à ses débuts n'est pas toujours facile. Quand on décide d'entreprendre, c'est pas comme si je suis salarié et que j'ai des horaires entre 9h et 18h. Et si j'ai du boulot, tant mieux. Si j'ai pas de boulot, je compte pas vraiment mes heures et je suis content de sortir à 15h ou à 16h et de rentrer chez moi et d'aller faire d'autres activités. Quand on est entrepreneur, quand il se passe rien un jour, on le sent vraiment, et ça peut avoir un impact psychologique, ça peut avoir un impact sur la motivation. Et donc, au final, dans cette aventure entrepreneuriale, et ce qui est tout à fait normal, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a les hauts, il faut savoir en profiter. Quand on est au niveau, dans le creux de la vague, il faut savoir se ressaisir et se remotiver pour se rebooster. Parce que des bas, il y en a toujours. Et il y a des périodes de baisse d'activité, il y a des périodes où on a l'impression où il n'y a rien à faire sur une semaine ou sur 2 semaines, parce qu'il n'y a pas de business, parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on est dépendant de certains prestataires, de certains partenaires, et de leur côté, ça ne bouge pas. Mais c'est surtout dans ces périodes de creux d'activité qu'il faut se dire, en fait, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à anticiper, il y a toujours quelque chose à préparer, et je ne dois pas attendre d'être dans le rush pour préparer tout ça. Donc, ça rejoint un peu mon premier point, c'est-à-dire que ce cofondateur, c'est aussi un partenaire qui va m'accompagner dans cette aventure et qui va être aussi supporter ces périodes qui ne sont pas toujours agréables et qu'on va supporter ensemble. Ensuite, bien sûr, dans une logique de développement, il faut aller chercher les bonnes ressources. Ce n'est pas toujours évident parce que parfois, on a l'impression qu'on ne va pas se tromper dans un recrutement. Oui. Au final, ce n'est pas la bonne personne. La personne ne correspond pas à l'esprit de l'équipe, ne correspond pas bien, n'a pas vraiment les mêmes aspirations. Alors, Olivier, je ne te vois plus. Allô? Oui, je branchais juste mon chargeur, ça. Ah, d'accord. Je disais que ces personnes qu'on recrute, peut-être n'ont pas les mêmes aspirations, peut-être que ce travail que je vais lui offrir ou ce job ne correspond pas vraiment à ses objectifs et cette personne ne sera pas vraiment épanouie. Donc déjà, il faut savoir créer un esprit de l'entreprise, un esprit de travail, créer vraiment des valeurs par rapport à tout ça. Pour pouvoir bien avoir la base pour pouvoir constituer une équipe solide. Et les erreurs arrivent, c'est-à-dire que je peux… Justement, ça… D'accord. Et justement, comment ça peut arriver? Comment ça s'est passé pour qu'au niveau de cette équipe-là, que vous avez créé autour de des cofondateurs, des personnes qui étaient à l'initiative du projet, pour susciter l'adhésion des membres qui vous ont suivi dans le recrutement des équipes que vous avez constituées par la suite? Qu'est-ce qui a été pour eux le facteur déclenchant d'adhésion ou bien qui a motivé leur candidature pour vous rejoindre? Alors pour moi, déjà, un recrutement, ce n'est pas quelque chose d'unilatéral. La personne qui vient pour un poste
n'est pas là uniquement pour convaincre l'employeur, mais l'employeur est aussi là pour convaincre cette personne de le rejoindre dans son équipe. Donc, c'est vraiment la première chose qu'on essaye de montrer, c'est que cette personne-là, quand elle vient en entretien, en fait, c'est un entretien bilatéral. C'est que moi aussi, je suis là pour convaincre cette personne qui a des compétences, et même si je ne le vois que sur un CV ou sur des paroles ou sur une expérience, quand un profil me plaît, il faut vraiment convaincre cette personne de venir. Donc, on n'est pas dans une position où, au final, on a de la hauteur par rapport à cette personne qui veut travailler, parce que cette personne qui veut travailler a aussi peut-être d'autres opportunités. Donc, il faut savoir la convaincre, et pour lui vendre un peu aussi, il faut savoir vendre son entreprise, et surtout dans une logique startup, ça peut paraître au départ un peu brouillon. Je propose peut-être un poste, mais je suis aussi dans une logique où on peut se retrouver à pivoter très rapidement, à changer d'offre, à nous adapter, à innover. Et donc, cette personne, pour moi aussi, un des principaux critères, c'est de m'assurer qu'elle va être capable de pivoter, que elle va pas être dérangée par le fait de changer de poste ou de toucher à différentes choses ou d'être, entre guillemets, assez polyvalent ou transverse sur certains sujets, parce qu'une start-up commence avec des moyens assez réduits. On n'a pas les moyens d'avoir on va dire, des départements socle transverse type RH, type fiscalité, type comptabilité, finance, etc. Au final, c'est une personne dans l'équipe qui doit aussi toucher un peu à ça. Ce n'est pas uniquement les cofondateurs ou les associés. Peut-être oui, on a un expert comptable, etc., qui suit les aspects financiers de la société. C'est tout ça pour dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être occupées à temps plein par des ressources. Donc, ces personnes-là vont peut-être avoir à toucher à tout. Et surtout, comme je disais, c'est ce qu'on a vécu aussi. À un moment, on était dans l'événementiel et bim, il y a eu le Covid. On s'est retrouvé à faire quelque chose de totalement différent. On s'est retrouvé à être dans le sport digital avec un business model qui n'a rien à voir avec l'offre initiale, avec des compétences qui n'ont rien à voir avec l'offre initiale parce qu'on passe dans le digital, il y a une vraie composante IT. Donc, autant nous que les personnes qui nous ont accompagnés ou les personnes qui font partie de l'équipe, on a dû s'adapter, on a dû apprendre sur le tas, on a dû suivre de nouvelles formations pour essayer de se remettre à niveau et d'avoir les compétences qu'on n'avait pas initialement. Et ça, au final, ce n'est pas uniquement au moment où l'entreprise pivote, mais c'est surtout des choses qui arrivent assez souvent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère qui, au final, on a besoin de continuer à se former en continu. C'est-à-dire que les nouveautés sont toujours là. Et donc, il faut faut maintenir une certaine veille, il faut continuer à utiliser des outils les plus innovants et les plus récents. Surtout dans le marketing digital ou dans l'IT, ça évolue très rapidement. Et donc, au final, on se forme un peu sur le tas, mais de façon structurée. Donc, pour moi, la formation reste une composante très importante dans la logique de survie ou de vie, tout simplement, de la start-up. C'est de continuer à se former en continu pour rester à l'ère du temps, on va dire. Donc, ce souci de compétitivité, ce souci d'être vraiment ancré dans les réalités du terrain, ce souci de donner un service aussi de qualité à tes clients, ça m'amène à cette question-là. Ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un souvenir que tu dois vraiment garder profondément dans ta mémoire. C'est ce premier client. Comment l'avez-vous décroché, ce premier client, ça? C'est quelque chose qui reste déjà ancré dans la vie de l'entrepreneur. C'est comment décrocher son premier client et on s'en rappelle toujours. Donc, parce que ce premier client, en fait, on lui vend quelque chose qui n'existe pas encore, limite. L'offre n'est pas encore finalisée. L'offre, dans une logique de start-up, on parle de MVP, donc, ou de version bêta. Donc, c'est une offre qui n'est pas tout à fait complète, mais qu'on met sur le marché. Mais il faut apprendre à convaincre sur cette base. Et le plus difficile, ce n'est pas le client particulier qui paye un prix, on va dire, symbolique ou à qui je peux offrir des choses pour tester et me revenir avec des feedbacks, surtout les clients corporate, les clients corporate qui ont certains niveaux de critères qu'il faut respecter, etc.
Typiquement, dans l'événementiel, nos premiers clients, niveau corporate, ben, il a fallu leur vendre un concept qui n'existait pas. Donc, l'événement n'a jamais encore eu lieu. On est en train de programmer un événement et donc, au final, c'est des mots sur du papier et c'est des présentations où il n'y a pas vraiment d'historique, etc. Donc, il faut savoir les convaincre et surtout établir une relation de confiance pour leur montrer que c'est un premier test, par exemple, et qu'ensuite, les choses vont continuer à évoluer et qu'avec nos clients, on va grandir au final ensemble. Et qu'au final, ça sera un client, il faut le voir aussi comme un partenaire. Gagnant-gagnant. Et ça sera gagnant-gagnant. Et le premier client, il faut se dire que c'est les clients les plus importants parce que c'est les premiers ambassadeurs. Et quand on dit les premiers ambassadeurs, ben c'est au final les premiers commerciaux. Et c'est les premiers commerciaux qu'on a au final gratuitement. Donc, il faut savoir ne pas les décevoir. Il faut savoir garder un niveau de qualité qui se rapproche à l'idée de leurs objectifs ou de leurs besoins, tout en essayant de jongler avec le fait qu'on sait qu'il y a certaines choses qui vont évoluer. On sait que le produit n'est pas encore parfait, mais il faut lui faire comprendre que c'est des choses qui vont évoluer. Et ces premiers clients sont les premiers à vous faire des retours par rapport à leurs propres besoins et qui vous permettent aussi de comprendre des choses qu'on n'aurait jamais compris sans eux. C'est ce qu'on appelle le test and learn. Donc, je teste ce produit sur ce client-là et il me revient avec le retour d'expérience. Exactement, avec son retour d'expérience. Et c'est là que quand je me détache de mon produit et quand moi je suis sur mon produit, j'ai tellement la tête dans le guidon et tellement ancré dans un certain contexte ou dans une certaine boîte, donc j'ai du mal à think out of the box. Customer success. Exactement. Et donc je vais être trop concentré sur mon produit et je ne vais pas avoir cette vue d'ensemble. Et donc je ne vais même pas réaliser certains inconvénients ou certains, on va dire, des problèmes techniques ou autres de base ou des problèmes de user experience, par exemple, etc. Et des choses qui me paraissent logiques quand je les mets on va dire, auprès de mes clients, ça ne sera pas du tout logique pour lui. Et c'est ce retour d'expérience qui me permet de me rendre compte du vrai besoin et qui vont me permettre d'améliorer mon produit. Et de rajuster. Il y a des méthodes plus classiques qui disent que oui, ça peut passer par des entretiens avant de lancer son produit, ça peut passer par des questionnaires, des interviews avec le client. Mais quand on est sur des systèmes qui sont des produits assez innovants, où on essaie de marquer une rupture d'innovation, au final, on se rend compte que le client ne sait pas ce qu'il veut initialement. Donc, si je lui pose des questions sur un produit qu'il n'a encore jamais utilisé, ou il ne sait même pas encore à quoi ça va ressembler, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Typiquement, nous, on a eu ce problème avec la salle de sport en ligne. Je dis à un client, au final, moi, je suis en train de te vendre un concept où tu fais ton sport chez toi avec le coach en visioconférence. La majorité me dit non, mais ce n'est pas quelque chose qui peut me convenir. Je me connais, j'ai besoin d'être en groupe, j'ai besoin de plus de concret, de plus de réalité, etc. Mais au final, ce qui se passe, c'est quand on pousse ces personnes à tester, juste à tester le produit, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est un système qui marche parfaitement. C'est que j'ai un coach en face de moi, ce coach me corrige et je fais vraiment ma séance de sport. Et que j'ai aussi un impact psychologique, parce que ce n'est pas comme si j'étais en train de voir une vidéo, parce qu'ils assimilent ça souvent à de la vidéo préenregistrée. Donc, je ne suis pas juste en train de voir une vidéo, je suis en train de voir des mouvements à exécuter et je me sens un peu seul chez moi. Mais là, je suis en visio avec quelqu'un qui m'appelle par mon prénom. Olivier, corrige ta posture. Je vois les autres participants, donc je sais pas de pression. Moi, il est actif. Exactement. Donc, il y a une vraie interaction. Et ça, le client ne le réalise pas avant d'avoir testé. Donc, si moi, je lui pose des questions avant même de lui donner accès au produit, peut-être que je vais être guidé dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je lui pose dans la question, est-ce que vous serez intéressé par des cours de sport chez vous en visioconférence? Il va me dire non, parce qu'il ne sait pas encore à quoi ça ressemble. Donc, j'ai besoin de mettre mon produit et mon offre sur le marché, la tester auprès de ma clientèle cible, ou peut-être que je me trompe même au départ de cible, parce que quand je vais le tester sur cette cible,
me dire, au final, non, ce n'est pas ça ma cible, je vais orienter vers une autre cible. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans notre cas, parce qu'on a dû aussi pivoter en termes de cible. Initialement, on pensait que c'était les sportifs qui allaient être intéressés par cette offre. Au final, non, c'est surtout des personnes qui initialement ne sont pas sportives, qui ne posaient pas les pieds dans la salle de sport et qui ont eu besoin d'un moyen plus simple et plus accessible et de moins prise de tête de faire leur sport. D'aborder la question. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là, Saad. Ça nous montre vraiment comment on constitue un portefeuille client et comment on l'entretient, comment on arrive à avoir un carnet de commandes et comment on peut faire face normalement aux charges qui nous permettent cet investissement. Est-ce que je pense que les personnes qui nous suivent aujourd'hui ont à cœur de savoir, c'est aussi comment on arrive à changer d'échelle et arriver à lever de fonds? Quels sont les problèmes qu'on rencontre? Quelles sont un petit peu les leçons que tu tires de cette étape qui a constitué la levée de fonds, s'il te plaît? Alors oui, effectivement, Olivier, c'est une très bonne question parce que moi, effectivement, on a effectué notre première levée de fonds il y a pratiquement 3 mois maintenant. Donc, premier tour de table, où on a accueilli des investisseurs privés dans notre tour de table. Et il faut préciser qu'au Maroc, c'est quelque chose de nouveau. Parce que moi, je suis arrivé en début 2017 au Maroc et j'ai vu aussi cet écosystème entrepreneurial évoluer dans le temps. Ce qui manque malheureusement encore au Maroc, c'est vraiment ce réseau de business angels ou des moyens de financement privés ou de fonds d'investissement qui vont entrer dans le capital de start-up. Malheureusement, ça commence à peine à se développer. Ce n'est pas encore assez structuré. Ça commence. On a des fonds, on a quelques business angels qui se positionnent, on a de nouveaux mécanismes de financement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une loi qui est en train de s'établir par rapport au crowdfunding, typiquement. Et moi, je me sens franchement heureux d'avoir pu être une des premières, on va dire, de faire partie de cette première vague de startups qui ont bénéficié de fonds d'investissement privés entre 2020 et 2021, surtout dans un contexte très particulier, dans un contexte de crise, un contexte Covid, etc. Mais c'est des choses qui maintenant sont présentes et qui nous ont permis de rentrer en contact avec différents organismes. Donc, initialement, on est passé par un programme d'incubation qui nous a permis de mettre à plat la structure de notre projet, de travailler sur notre étude de marché, de travailler sur notre stratégie, de travailler sur notre business model, etc. Ça passait aussi par de la mise en relation avec des coachs, experts ou des spécialistes dans différents domaines. Ça nous a permis d'avoir des regards externes et d'avoir aussi des regards de spécialistes pour nous aider à améliorer notre projet. Quand on a terminé ce programme d'incubation, on est passé dans une phase d'accélération. Donc, un programme d'accélération avec des équipes d'un cabinet de conseil qui s'appelle Southbridge et qui pilote justement un fonds d'investissement spécialisé dans les startups. Et ce programme d'accélération nous a permis en quelque sorte d'aller encore plus loin dans notre réflexion et d'établir vraiment une vision stratégique et surtout une vision tout court de où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut arriver dans 5 ans. Et de se dire quels sont les moyens nécessaires que je dois mettre à disposition de cette startup pour arriver à cette finalité. Et donc, ça passe par de la réflexion, ça passe par des études, ça passe par des interviews, ça passe par différents mécanismes, etc., qui nous permettent aussi de structurer tout ça. Et juste le fait de mettre les choses noir sur blanc, ça structure mieux les choses naturellement et ça permet aussi de se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées. Et ça soulève aussi d'autres questions. Et donc, on se rend compte que peut-être que des choses qu'on veut lancer ne sont pas rentables, ce n'est pas le bon moment, que le time to market n'est pas le bon ou que c'est tout simplement quelque chose qui ne correspond pas au marché sur lequel on veut se lancer. Et cette accélération, au final, nous a permis de mieux cerner notre marché, de mieux cerner notre offre et de mieux cerner nos besoins. Et de créer aussi une relation de confiance avec ces investisseurs avant qu'ils soient investisseurs, parce que cette période leur a permis aussi de nous connaître et de connaître nos produits, de savoir où est-ce qu'on voulait arriver. Et qualitativement, savoir qui vous êtes.
Exactement. Parce que des investisseurs, avant d'investir dans un projet, ils investissent surtout sur de l'humain, donc sur des porteurs de projet et sur la complémentarité d'une équipe et sur les moyens et sur la motivation de cette équipe. Donc, c'est surtout de la confiance qu'il faut créer avec ces investisseurs potentiels. Et au final, après ce programme d'accélération, on a été invité à présenter notre projet en comité d'investissement face à une panoplie de business angels, surtout marocains, et c'est des business angels qui ont, c'est soit des entrepreneurs marocains, soit des grands patrons de boîtes marocaines, etc., et qui ont vraiment un vrai background, de l'expérience et aussi tant des échecs que des success stories dans différents domaines. Et ils ont décidé de nous accompagner. Ça nous a permis aussi d'avoir les premiers fonds financiers nécessaires pour plusieurs choses. Donc, depuis 3 mois, on travaille sur notre montée en gamme technologique parce qu'on s'est lancé dans l'IT avec les moyens du bord, avec des choses qu'on a développées parfois même nous-mêmes sur des plateformes disponibles en ligne. Aujourd'hui, on passe à un autre niveau pour avoir une plateforme technologique beaucoup plus solide. Ça nous donne aussi les moyens de mieux communiquer et d'avoir les moyens financiers de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, quand je communique, ce n'est pas uniquement une charge, ça peut être même un investissement. C'est surtout un investissement parce qu'au départ, je dois faire connaître mon produit et peut-être que mon produit va prendre du temps à se faire connaître, mais je dois construire ma notoriété. Donc, c'est de l'investissement. Et aussi, pouvoir mieux nous équiper et pouvoir aussi renforcer nos équipes. Donc, ça nous a permis, encore une fois, de concrètement structurer tout ça et de pouvoir lancer différents chantiers d'investissement pour avoir les moyens nécessaires pour mener à bien notre mission. Je te remercie, ça. C'est vraiment très clair et c'est très précis parce que souvent, les gens pensent que la finalité, c'est la levée de fonds, mais en fait, c'est beaucoup plus les débouchés et puis les réalisations qu'on peut en tirer grâce à elles. C'est pour ça que je voulais te demander, toi aussi. Olivier, un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est-à-dire que dans une levée de fonds, ce n'est pas uniquement les aspects financiers qui sont intéressants, c'est surtout aussi le réseau que peuvent nous apporter les investisseurs. Donc, ça passe aussi par l'ouverture de portes au niveau de certaines entreprises, ça passe par la facilité certaines démarches ou même l'accès à certaines entreprises et ça permet aussi de construire une certaine notoriété au niveau de la start-up. Moi, je le sens en termes d'image aujourd'hui, entre une start-up où on dit on est 3 cofondateurs et on se lance dans l'entrepreneuriat et on a une start-up et aujourd'hui, voilà, on débute. Et dire on est une start-up qui a fait une levée de fonds et dans mon tour de table, j'ai tel investisseur, déjà en termes d'image, d'appréhension, ça peut même rassurer. Les termes de l'échange changent. Exact. Donc, et ça permet aussi de rassurer et on ne te voit plus de la même façon aussi. Quand je suis avec un client, ça apporte une certaine crédibilité, ça apporte une certaine notoriété, ça apporte un certain sentiment de confiance parce que je sais qu'en face de moi, j'ai une start-up mais qui est entre guillemets backée et qui a une structure financière. Oui, c'est donc par rapport à cela que je vais te demander, parce que bon, tu vas certainement le devenir, et pour nous, déjà ici à Diocolabs, à Douala, tu l'es, et nous espérons que tu auras l'occasion, ne serait-ce qu'en visio, ou peut-être qu'au cours d'un voyage, de rencontrer un petit peu nos incubés, les personnes que nous avons ici, pour leur témoigner un peu de ton expérience. C'est qu'est-ce que tu attends, ou bien qu'est-ce que tu recherches sur une personne, un mentor ou une structure d'accompagnement qui a le nez sur un projet comme le tien? Déjà, quand on recherche ce type de personne, on recherche quelqu'un qui a du temps aussi à consacrer. Parce que moi, j'ai vu aussi beaucoup de programmes d'incubation ou d'accélération où on se limite à des séances de coaching d'1 heure qui sont limite contre-productives. Et pour moi, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est surtout une personne qui va pouvoir consacrer du temps pour petit à petit comment on dit, s'approprier le produit au fur et à mesure et apporter ce regard d'en haut un peu. T'imprégner.
Exactement. Et un regard externe qui va permettre de faire évoluer cette start-up. Et cet expert, en général, a aussi des compétences, donc il doit savoir aussi cibler son intervention par rapport à ses compétences et sa spécialité. Et cet accompagnement, comme je disais, se fait dans le temps. Parce que ce n'est pas des actions one-shot, c'est des actions qui nécessitent parfois du temps, qui nécessitent des points d'avancement, etc. Et qui nécessitent aussi parfois, il n'y a pas de solution miracle, de solution unique. Donc, quand je conseille, au final, je suis en train de conseiller sur une roadmap, je suis en train de conseiller sur une démarche qui va peut-être aboutir à un résultat et que ce résultat, je vais l'analyser pour pouvoir aboutir à une nouvelle démarche et que je vais adapter au fur et à mesure. Donc, moi, je ne suis pas pour le coaching qui dit « Ah, vous êtes sur tel domaine, ben voilà ce que vous devez faire ». Parce que personne ne sait ce qu'on doit faire quand on est une start-up. La start-up, c'est ce test et ce test, c'est comme on le disait, son produit et au final va s'améliorer dans le temps et va peut-être se retrouver à utiliser à faire quelque chose qui n'était pas prévu initialement. C'est ce qu'on appelle le pivot notamment. Tout à fait. Bah, moi, je te remercie infiniment, Saad, pour ton temps, pour ta bienveillance et aussi pour la richesse un petit peu des échanges qu'on a eus. C'est-à-dire que tu as brossé vraiment, je pense, hein, comment on arrive à être entrepreneur, c'est déjà une chose. Comment on arrive à avoir une idée, la mettre en place et comment aussi on parvient à la développer et mettre en place les procédures internes, les mécanismes, les recrutements qui permettent aussi à ces structures-là de vivre un petit peu de ses propres ailes et de se détacher un petit peu de celui qui a été à l'initiative. Donc vraiment, Saad, c'est au nom de Startup de Douala, des équipes de Jocolab Douala, que je te remercie pour ton temps, Bah, pour ces enseignements. Et j'espère que nous aurons l'occasion de parler aussi de comment le Cameroun et le Maroc peuvent encore créer d'autres ponts entre leurs écosystèmes. Bah, c'est surtout moi qui te remercie, Olivier. Merci pour cette invitation. J'espère que mon humble expérience va pouvoir profiter à d'autres personnes et qu'on va surtout pouvoir continuer à échanger avec d'autres porteurs de projets parce que moi aussi, ça m'intéresse aussi d'avoir des retours d'expérience d'autres acteurs qui vont et que ce retour d'expérience me soit aussi profitable dans d'autres domaines peut-être ou dans ma propre expérience et que va me permettre d'améliorer certaines choses. Et comme tu le disais, nous on est prêts aujourd'hui à œuvrer pour créer cette dynamique entrepreneuriale entre nos deux pays, créer davantage de synergies, comme on le disait, créer davantage d'échanges, créer des tables rondes de débat et de pouvoir créer on va dire des programmes d'incubation peut-être transverses et qui vont permettre dans les deux sens, avoir des spécialistes marocains qui vont aider des porteurs de projets camerounais, des spécialistes camerounais qui vont aider des porteurs de projets marocains et surtout favoriser la complémentarité entre les porteurs de projets parce qu'il y a des choses que le Cameroun maîtrise, que nous, on ne maîtrise pas, ou le contraire, et des porteurs de projets qui se rencontrent, qui peuvent aussi faire des projets à distance ou des partenariats à distance pour typiquement une ouverture de marché, pour adapter leurs produits au marché, avoir des relais locaux, ça peut vachement aider pour mieux comprendre le marché, pour aller représenter l'entreprise auprès de clients potentiels et de créer des success stories, on l'espère, africaines. Panafricaine. Ah bah, je te remercie infiniment, Saad, et c'est tout le mal que nous nous souhaitons. Merci, Olivier. À très bientôt, Saad. À bientôt.